Super, eh ben, bonsoir à toutes et tous. Merci Nelly d'être là et merci à vous d'être aussi encore là pour cette belle soirée qu'on va partager ensemble. Ce soir sur le thème du couple, oser vivre la joie et l'harmonie dans le couple. Encore un vaste sujet. Comme d'habitude, je vous invite à partager vos réflexions, à poser vos questions, soit en prenant la parole, en déverrouillant le micro, ou bien alors en posant vos questions dans le chat. De toute façon, à la fin, on prendra aussi un temps de questions-réponses pour que Nelly puisse voilà, répondre aussi à vos interrogations. Si vous êtes prêts, je vous propose qu'on démarre. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, Nelly, s'il y a encore des personnes, même si je pense que maintenant il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais est-ce que rapidement tu peux dire qui tu es et peut-être l'orienter sur, en fait, qu'est-ce qui t'amène toi aujourd'hui à parler aussi de ce sujet sur le couple? Oui. Merci en tout cas à vous d'être là. Merci à ceux qui vont nous écouter. Je sais qu'il y en a nombreux qui n'ont pas pu venir ce soir et donc merci pour ceux qui vont écouter en replay. Et puis merci à toi, Léna, parce que c'est toujours un vrai bonheur de partager ces moments de thème et tes petites questions sont toujours très judicieuses et je me réjouis par avance. C'est génial. Donc oui, qui je suis par rapport à ce thème-là? Eh bien, comme je suis une aventurière de la conscience, c'est vrai que je suis allée m'aventurer dans le couple aussi. Donc, comme beaucoup de personnes sur cette terre, j'ai expérimenté le meilleur comme le pire aussi. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ce truc qui fait que, oui, à la fois on peut être exalté comme ça, l'état amoureux nous rend palpitants, et puis après on galère parce que les égos se frottent. Donc c'est vrai que j'ai fait du tantra, donc on parle de la sexualité sacrée, mais on parle aussi de la relation, du du couple intérieur, ça aussi c'est important, comment est mon couple intérieur, mon masculin et mon féminin intérieur. Donc voilà, j'ai exploré un petit peu tout ça et j'ai fait un couple au long cours, on pourrait dire, de 27 ans que j'ai dû quitter parce que j'allais me perdre. C'était plus mon chemin. Et là aussi, ça a fait partie de mes oser, puisque mon site c'est Oser être soi, et je décline mes accompagnements souvent en oser. Eh bien, oser quitter un couple, eh bien, c'est quelque chose. Oser y rester aussi. Donc voilà, le couple, c'est une grande aventure. Et c'est vrai que je dis souvent, c'est le couple, une espèce en voie d'apparition, parce qu'on a à réinventer ça. Le couple par le passé est vraiment quelque chose de très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Les couples ne se choisissaient pas, c'était les familles qui choisissaient pour allier deux fortunes, allier deux misères, allier en tout cas pas l'amour. L'amour n'en faisait pas partie. Parfois, ça pouvait venir ou pas, mais en tout cas, on était un peu comme euh, une collaboration, une entreprise à deux, là, voilà, pour être moins dans la misère ou pour faire prospérer les richesses. En tout cas, voilà, ça a évolué beaucoup et je crois que c'est encore en train d'évoluer aujourd'hui. C'est pas un hasard si euh, voilà, les couples se créent et se décréent beaucoup plus facilement aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans, quoi, hein, où les couples restaient ensemble à la vie, à la mort, quoi, hein, et jusqu'à ce que mort s'en suive parfois même. Donc c'est vrai que c'est pas mieux non plus. Qu'est-ce qu'on va trouver là pour pouvoir vivre quelque chose qui est en lien avec notre cœur. Donc oui, je suis concernée, j'ai créé plusieurs couples et je me suis rendu compte qu'il y avait à un moment donné des couples que je créais qui étaient des couples de compensation, c'est-à-dire de dépendance affective pour pas être seul ou pour réparer des blessures ou pour activer inconsciemment des blessures. Donc on va en reparler, évidemment. C'est tout le sujet. Merci pour ce que tu déposes, qui, je pense, en tout cas moi, ça résonne avec moi. Je pense que ça résonne aussi avec d'autres personnes. Justement, tu as commencé à parler du couple traditionnel, un peu de l'époque. Qu'est-ce qui, selon toi, différencie ce couple de l'époque plus traditionnel du couple conscient?
Ah oui, alors ça, c'est une grande question à différents tiroirs, là, hein. Tout à fait. Ben, oui, comme je le disais tout de suite, le couple traditionnel ne se choisissait pas forcément. Voilà, voilà ce que je disais tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, depuis quelques dizaines d'années, il y a eu le couple d'amour où on se choisit. Je l'aime, il m'aime, il est beau, elle est belle, il est ou elle est intelligente. Voilà, il y a une attirance vraiment, on va vers l'autre. Mais c'est pas encore le couple conscient. Parce que quand on est amoureux, d'ailleurs, on dit on tombe amoureux. C'est pas un hasard, hein. C'est qu'on se fait une grosse chute, hein, en tombant amoureux parce qu'on n'a pas tous nos sens d'éclairés. On projette sur l'autre quelque chose qu'il n'est pas. Et au bout d'un certain temps, on se rend compte que, oh, mais non, mais il est ou elle n'est pas comme j'ai imaginé au départ. C'est pas tout à fait ça. Donc, c'est pas encore, on n'est pas conscient de nos failles et encore moins des failles de l'autre. Donc oui, on est à ce moment-là vraiment face à nos blessures, ce que j'appelle blessures émotionnelles d'incarnation. C'est-à-dire on vient sur Terre, forcément, on va être impacté par des blessures émotionnelles. C'est-à-dire que nos émotions vont réagir à du rejet, à de l'abandon, à de la trahison, à de l'humiliation, de la persécution, de l'injustice. Et là, ça devient tellement fort que ben, toutes les émotions sont activées. Il y a de la peur, de la colère, de la tristesse, de la culpabilité. Et là, on va réagir. Et dans le couple, c'est le meilleur endroit pour pouvoir réagir parce que l'autre, il va être sans arrêt là en face. On va le voir à table, on va le voir le matin, on va le sentir, le toucher dans le lit. Enfin voilà, en général, les couples dorment ensemble, en général. Donc, c'est pas banal, ça en active vraiment nos blessures. Et donc là, ça va faire des réactions et des réactions qui vont parfois amener ben, de la violence, tout simplement. Alors, c'est pas qu'on se tape dessus forcément, hein, mais des désaccords, des blancs, des bouderies. J'entends souvent des gens me dire que oui, bah, il ou elle boude. Donc là, il n'y a plus moyen d'entrer en communication. La communication est coupée ou elle est agressive. Ou... Voilà, il se passe vraiment beaucoup, beaucoup de choses à ce niveau-là. Et on est loin du couple conscient, puisque ce sont des couples d'activation des blessures au départ, on croit que ça va réparer nos blessures. Oh, je me sens tellement nulle. Ah, quelqu'un m'aime. Oh, ça va remplir toute ma sphère de cœur parce que il ou elle m'aime. Et non, si je ne m'aime pas moi, c'est comme si ici c'était écrit ne m'aime pas, ne m'aime pas, ou ne pas m'aimer ici. Donc au bout d'un moment, l'autre, il va entendre ce message subliminal. Donc au départ, l'autre va être super gentil, super disponible, mais après, si je ne m'aime pas suffisamment, eh ben l'autre va s'engouffrer dans cette faille-là. Et ça va réactiver encore ma blessure de non-amour de moi-même. C'est un exemple, mais on peut le voir dans tous les domaines, c'est-à-dire de rejet, de trahison, d'humiliation, de persécution, d'abandon. Si je n'ai pas guéri ces parties-là de moi-même, l'autre, je vais le trouver par hasard, entre guillemets, par hasard. Ce n'est pas un hasard, c'est simplement que nos deux inconscients se rencontrent. On n'est pas conscient que nos deux inconscients, nos deux généalogies aussi, se rencontrent et ça va faire l'activation de nos blessures. Donc jusque-là, c'est pas drôle, hein, parce que vous aimeriez bien que je vous raconte une belle histoire de prince charmant et de princesse charmante. Hein. Eh bien, pas du tout. Je vais pas vous raconter ça. Pas du tout. Je vais pas raconter ça. Pourquoi je vais pas le raconter? Parce que sinon, je vous ferai quelque chose à la Hollywood là, hein, et puis et ils finissent tous heureux avec plein d'enfants, etc. Ça peut, hein, mais c'est du job. Est-ce que tu es, toi, pose-toi la question, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à faire ton job perso? Et à demander à l'autre, après, il voudra ou voudra pas, hein, à faire son job aussi pour pouvoir enlever toutes ces couches-là qui en comptent. Voilà, je crois vraiment que c'est à ce titre-là qu'on pourrait arriver à ce couple conscient. Et qu'est-ce qu'il est, ce couple conscient, d'ailleurs? Eh bien, ce couple conscient, il a cheminé, il s'est rendu compte
qu'il avait des blessures de rejet, d'abandon, etc., liées à son enfance, hein. Il faut aller guérir cette petite fille, ce petit garçon intérieur. Et puis donc, il se rend compte qu'il a besoin de les guérir et il va le faire. Et à un moment donné, c'est apaisé. Et si l'autre dit quelque chose, c'est possible de l'entendre non pas comme une accusation, non pas comme un reproche ou de l'agressivité, ou ces comportements ne vont pas réactiver ce que j'ai pu voir chez papa ou chez maman. Je vais voir cette personne-là juste pour ce qu'elle est et pas en fonction de ce que j'ai vécu par le passé. Et là, eh bien oui, je vais être conscient à chaque instant de ce qui se passe et je vais pouvoir le désactiver et en parler à l'autre. Ce qui se passe là, ça me fait vivre, comme je vous ai demandé tout à l'heure, quelle est votre émotion? Ça me fait vivre de la tristesse, ça me fait vivre de la colère. Est-ce que tu peux préciser? Est-ce que quelle était ton intention? Et l'autre va préciser et on va peut-être se rendre compte qu'on était complètement à côté de son interprétation. Souvent, on fait des interprétations en fonction de notre histoire. Donc, le couple conscient, il est conscient de tout ça. Chacun va savoir s'occuper de soi, parfois avoir ses propres activités, puis des activités ensemble. Et puis, surtout, avoir une communication euh, comme la CNV non violente. CNV, communication non violente, s'exprimer en fonction de, ben voilà, les faits. Quand tu as dit ça, eh bien, les faits, l'observation donc des faits, j'ai ressenti OSBD, hein, OSBD, j'ai ressenti de la tristesse. Mon besoin, ce serait que je sois entendue quand je peux m'exprimer, par exemple, OSB, aider, eh bien, je fais la demande que lorsque nous sommes ensemble à table, par exemple, on ait au moins un quart d'heure pour que chacun puisse poser ce qui s'est passé dans la journée. Et non pas qu'il y en ait un qui parle tout le temps, par exemple, et que l'autre soit obligé, entre guillemets, d'écouter. C'est un petit exemple, mais il peut y en avoir d'autres. Vous pourrez, en fin d'intervention, pouvoir poser un petit peu vos situations, même si je ne vais pas faire une séance de psychothérapie en direct, évidemment. Mais ça peut être des exemples de réflexion. Voilà, dans un premier temps. Ça a été un peu long, mais c'était nécessaire. Waouh, merci Nelly pour déjà tout ce que tu as partagé. Ça me donne envie de rebondir sur plein de choses. Euh, Donc tu disais justement que la relation amoureuse, elle allait réveiller en nous plein de blessures, de peurs, d'émotions. Est-ce que, selon toi, c'est quelque part la mission du couple, on pourrait dire, d'aller réveiller toutes ces blessures en nous pour nous permettre d'aller les guérir? Et est-ce que le couple, ou le fait d'être en couple, justement, peut être un espace de réparation de nos blessures, ou en tout cas un accélérateur pour nous permettre de guérir plus rapidement, ou pas? Bah, tout à fait, Léna. Si l'un et l'autre sont prêts à aller voir ce qui est activé quand l'autre s'exprime ou pose certains actes, et que le travail est fait en thérapie, là j'ai plusieurs couples qui sont actuellement en thérapie, à la fois séance à deux et en même temps séance seule pour aller guérir chacun ses propres blessures, c'est waouh, je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire, ça permet vraiment d'avancer. Donc oui, on peut dire que le couple à ce moment-là, c'est l'opportunité d'aller guérir ça. Et oui, pourquoi pas, ça pourrait être sa mission de guérison. Puisqu'on active tellement de choses ensemble, eh bien oui, ça peut être ça. Ou ça peut être la fuite. On voit bien les hommes qui fuient vers le travail. Ils arrivent à la maison, ils sont épuisés, donc il n'y a plus rien à faire et à dire. Et les femmes qui fuient vers les enfants, mon petit chéri, ma petite chérie, voilà, remplissent leur vie avec les enfants ou le travail, chacun de son côté. Voilà, on a le choix. On est sur la planète de la liberté, en même temps de la dualité. Donc on a le choix de vivre comme ça ou de vivre comme ça, en soi et ensemble, alignés. Hmm. Mais pour que ce couple puisse être un espace soutien à la guérison de nos blessures les plus profondes, il y a, je suppose, quand même des piliers
qui sont nécessaires et importants pour qu'on puisse faire ce travail ensemble? Qu'est-ce qui justement est nécessaire selon toi dans une relation de couple pour que chacun et ensemble, il puisse y avoir ce travail de vulnérabilité et d'authenticité sur nos blessures? Oui, il y a des piliers, effectivement, et tu viens de dire un mot, vulnérabilité. Déjà, c'en est un. Oser être dans sa vulnérabilité, que l'on soit homme ou que l'on soit femme. Les femmes, souvent, elles montrent leur vulnérabilité, mais ça peut être aussi de la fragilité. C'est pas du tout pareil. La fragilité ou ah, de la soumission ou de l'inconsistance. Je n'arrive pas à trouver le mot exact. Mais la vulnérabilité, c'est différent. Ça permet de dire, ah là, je reconnais, je suis dans la tristesse ou j'ai une faille là. Euh, et idem pour l'homme. Alors lui, on l'a encore moins appris, hein. Il faut qu'il soit fort, qu'il pleure pas. Il il revient de plus loin encore. Alors que les femmes, elles peuvent pleurer des seaux, des litres de larmes. Donc on est différents, hein, parce qu'on est chacun dans notre spécificité, dans notre, comment dire, notre polarité masculine et polarité féminine. Donc on y reviendra, hein, sur les polarités, mais puisque tu parles de piliers, eh bien oui, dans ces piliers, la vulnérabilité pour chacun, la communication. Souvent, je propose aux couples, est-ce que vous prenez le temps, quand vous vous retrouvez le soir, d'écouter l'un et l'autre? Et souvent, c'est non. L'un va à la télé ou à ses occupations, l'autre au repas ou s'occupe des enfants. Et non, il n'y a pas le temps pour s'écouter. Les amoureux qui se regardent dans les yeux, qui se racontent, comme disait, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, ils se regardent. Ils se regardent, ils se parlent. Et au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, chacun a ses occupations et souvent, il n'y a plus de communication. Donc, ce que je propose, c'est les petits exercices des 3 minutes. Ça, c'est un petit exercice déjà. 3 minutes. On est ensemble et l'un parle pendant 3 minutes et l'autre écoute. Et l'autre parle pendant 3 minutes et écoute. Son tout. Et on n'intervient pas, même si ça peut faire réagir. Et ben, on est conscient que ça fait réagir, mais je n'interviens pas. Donc, oui, ça aussi, la communication. Voilà. Euh, avoir quelque chose qui porte, qui fédère. Parce que oui, la liberté, elle est importante. Chacun puisse, comment dire, avoir sa liberté de penser, sa liberté d'être. Ça ne veut pas dire chacun de son côté, on n'a plus de communion ensemble, hein, c'est pas ça du tout. Mais il y a une forme de liberté d'être, de penser et d'activité pour certaines, oui. Mais aussi, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai oublié le mot. Euh, Mince, je l'ai oublié. Donc, vulnérabilité, communication, liberté. Et l'autre point, les 4 points là, c'est avoir quelque chose qui fédère, ce que j'appelle les buts de vie. Est-ce qu'on est animé par des buts de vie qui nous portent ensemble? Si l'un aime la montagne et l'autre la mer et que il ne peut pas y avoir de terrain commun, ça va être compliqué, c'est clair. Et quand il y a quelque chose qui porte, je ne sais pas, par exemple, je ne sais pas, là, vous avez des idées, là, je n'ai pas d'idée, mais voilà, qui réunit en tout cas, une activité qui réunit ou se mettre au service d'une cause ensemble. Waouh! J'ai vu chaque fois que les personnes ont une cause commune, eh bien oui, le couple est plus solide et peut plus facilement passer les difficultés émotionnelles. Ça n'empêche pas de les vivre, ces difficultés émotionnelles, mais il y a quelque chose qui est plus haut, qui est plus fort qu'eux. Donc ça porte aussi. Donc ce que j'appelle le but de vie qui transcende. Voilà, ou une cause commune qui transcende. Je dirais ces 4 points-là et j'en rajouterais un cinquième, parce que c'est ce qui définit aussi le couple, c'est la sexualité. Et oui, parce que s'il n'y a pas la sexualité, c'est plus un couple, c'est
une relation amicale. C'est ce qui définit le couple, c'est qu'il y a la sexualité. Donc, il pourrait y avoir d'autres points, d'autres piliers, mais là, les cinq là, à mon avis, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Nelly. Euh, Souvent, on a quand même l'impression que la joie dans le couple, elle disparaît sur les années. Souvent, voilà, au début, c'est facile d'être joyeux, de retrouver l'autre, de partager des choses ensemble. Et puis très vite, avec le temps, ben, on est moins joyeux. Qu'est-ce qui fait qu'on perd comme ça sur le temps la joie dans le couple et surtout comment on peut la ranimer pour qu'elle redevienne simple, authentique et vivante? Eh bien, je vais vous demander dans le chat, pendant que je parle, est-ce que vous vivez la joie dans votre couple et qu'est-ce que vous faites pour amener la joie dans votre couple? Voilà, ça serait intéressant que vous puissiez partager ça. Pendant ce temps, je vais pouvoir dire un petit peu des choses. C'est sûr qu'au début, c'est tout beau. Il est beau, il est belle, elle est belle, elle est intelligente, il est intelligent, il est gentil, elle est gentille. Voilà, donc tout va bien. Et puis, on se donne les moyens aussi de vivre des choses intéressantes. Évidemment, on se rencontre dans des beaux lieux peut-être, avec des amis. Et petit à petit, ça s'étiole. Ça s'étiole. Il n'y a plus d'activités communes, il n'y a plus de... On existe moins dans le regard de l'autre. Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui fait, oui, ou quand on n'est pas en couple, peut-être qu'on a pu l'être aussi, hein, je vois passer un petit mot là. Je ne suis pas sûre que personne n'ait jamais été en couple ici. Même si on n'est pas en couple, c'est quelque chose qu'on a expérimenté. Ou si on n'y est pas, eh bien, il y a peut-être des raisons aussi, en lien avec des peurs, en lien avec des empêchements intérieurs, etc. Donc oui, la joie, elle disparaît parce que qu'est-ce que je mets dans ce couple pour que ce soit joyeux? Qu'est-ce que je mets de moi-même pour qu'il soit vivant? C'est comme un arbre, c'est comme une fleur. Si je la plante et qu'après je l'arrose plus, qu'est-ce qui se passe? Elle va mourir. Là, j'ai traversé la France, j'avais des fleurs que j'avais achetées à repiquer. J'ai vu que depuis 2, 3 jours, j'ai arrosé le premier jour et j'ai pas arrosé depuis 2 jours. Eh bien, il y en a une, elle fait la tête, hein, elle va pas bien, hein. Je ne sais pas si elle va ressusciter, je pense que oui, mais bon, voilà. Qu'est-ce que je mets dans mon couple pour qu'il reste vivant et joyeux? Est-ce que je vais euh, proposer des sorties, euh, être joyeuse moi-même ou être joyeux moi-même pour que l'autre puisse aussi accéder à cette joie? Pour moi, la joie, elle ne nous tombe pas dessus parce que la vie, elle est cool, hein? Non, ça se saurait. Nous sommes sur une terre de troisième dimension, il y a beaucoup de choses difficiles à vivre et la joie, elle vient parce que je m'organise pour que ma vie soit joyeuse. Ça, j'expérimente ça depuis quelques dizaines d'années. Et c'est pour ça que je vis plein de choses sympas pour moi. Parce que je sais que personne d'autre va me permettre de vivre la joie dans ma vie. Donc je vais vers tout ce qui va m'apporter du plaisir, de la joie sain. Hein, pas de la joie qui vient des plaisirs primaires que cette société veut nous faire vivre, c'est-à-dire manger, boire, de l'alcool, fumer, baiser. Je dis pas faire l'amour, hein, je dis baiser. Voilà, c'est pas pareil. Les jeux ou toutes les dépendances affectives, sexuelles et autres. Enfin, voilà. Donc oui, si je vais vers ce qui va, hum, voilà, je fais ce geste parce que ce qui va m'ouvrir, amener de la joie dans mon âme, dans mon cœur, eh bien oui, ça va permettre de développer de la joie. Qu'est-ce que tu fais pour amener de la joie dans ton couple? Mets-le déjà dans ton être. Et après, ça viendra dans ton couple. Et si l'autre prend pas ça, c'est le moment de se poser des questions, justement, et de pouvoir mettre ça au travail, déjà soi, si l'autre ne veut pas, et puis l'autre, avec l'autre en thérapie de couple. Mais c'est normal que la joie disparaisse si on n'alimente pas par des plaisirs et des actions qui vont créer du lien ensemble. Mm. Donc même dans le couple, c'est de la responsabilité de chacun.
Ouais, c'est pas drôle quand même, hein. On aimerait bien dire, c'est la faute de l'autre. Bah oui, ce serait tellement plus simple. Mais oui, c'est lui, c'est elle, bien sûr. Bon, ça se partage. Il y a toujours une partie de l'un qui appartient à l'un et à l'autre. Alors peut-être pas à 50-50, on est d'accord, hein, mais on a co-créé ensemble. Je vois là un couple que j'ai accompagné, que j'accompagne encore. Elle, ça fait 10 ans qu'elle est malade et elle dit que c'est pas à cause de ce couple-là où elle se sent pas respectée. Donc oui, il y en a un qui respecte pas, mais aussi qu'est-ce que j'ai fait pour rester aussi dans ce couple aussi longtemps alors que ça ne me convenait pas. Bon, je dis ça pour moi aussi, hein. Je suis restée longtemps dans un couple que je savais depuis quelques années que ça ne me convenait pas, mais il faut le temps aussi parfois de dire allez, cette fois-ci, là, si je reste, je meurs, soit physiquement, soit psychiquement. Voilà. Hmm. Tu parlais tout à l'heure de la sexualité sacrée comme étant l'un des piliers fondamentaux du couple tout court, mais du couple conscient, du coup, si elle est sacrée. Qu'est-ce qui, selon toi, définit la sexualité sacrée? Qu'est-ce que c'est et Ouais. quels sont ses critères? Merci pour cette question, Léna. Oui, parce qu'en fait, il y a la sexualité instinctive au départ, hein. Donc ben voilà, pour moi c'est pas négatif, hein, mais c'est de la masturbation à deux, hein. Voilà, on va se faire du bien juste au niveau sexuel là. On va activer nos deux sexes ensemble, premier chakra. Voilà. Bon, il y a du plaisir, il y a pas de plaisir, mais bon, il y a voilà, on active ces deux sexes ensemble. Donc c'est basique, c'est instinctif, comme les animaux. Pareil, c'est ce que font nos animaux, voilà. Et notre partie animale, elle peut avoir besoin de ça. Ok. Quand on est dans cette élévation déjà au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, qu'on commence à se poser des questions sur ce qu'est la vie, d'où on vient, où on va, etc. On se dit, tiens, mon petit cœur, là, il est blessé, ou là, ah, il est bien. Eh bien, on peut aussi apporter ça dans notre sexualité. C'est-à-dire avoir une sexualité déjà qui est faite avec l'amour, avec amour, avec cœur. Et la sexualité sacrée, c'est-à-dire qui vient des textes anciens de tantrique, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est relier justement notre sexe à notre cœur et à l'esprit. Donc, on relie les trois le long de ce qu'on appelle la flûte intérieure. Et cette sexualité, elle associe la respiration consciente à deux. Après, on arrive à comment dire, une respiration ensemble, après une respiration alternée, pour justement connecter vraiment au niveau du sexe, du cœur et de la conscience et de l'esprit. Ça passe aussi par des méditations ensemble, la méditation du regard, par exemple, où on est en face à face. Donc, c'est pas que frotti-frotta sexuel, hein. C'est pas que ça. Je suis un peu direct avec ça, mais c'est aussi, voilà, la méditation du cœur, c'est par exemple être en face à face tous les deux et dire, moi le cœur, je dis. Et je vais dire pendant 3-4 minutes, qu'est-ce que dit mon cœur là maintenant face à toi? Et l'autre après en face va dire, moi le cœur, je dis. Waouh! Quand c'est dit juste dans la conscience comme ça ouvre le cœur. Et après, quand la méditation du regard, puisque le regard va aller toucher l'âme, c'est l'âme qu'on voit à travers le regard. Eh bien oui, on n'est pas qu'en connexion avec, on n'est pas qu'en connexion qu'avec, comment dire, notre sexe. On est en connexion aussi avec le cœur et l'esprit. Pour peu qu'on fasse un peu de recherche justement sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est le cœur, sur ce qu'est la conscience, on va le mettre au service de ce couple et on va le mettre aussi au service de cette sexualité. Et du coup, ça change tout. Ça change tout. Alors là, je vous donne quelque chose de très, comment dire, très rapide hein, par rapport à ça, hein. Bien sûr que ça va au-delà de ça.
mais c'est savoir jouer avec ses corps, savoir jouer avec son cœur, ses sentiments, avec bonheur, et puis aussi cette autre partie. Donc déjà là, on peut, voyez, respirer. J'inspire par mon sexe et j'expire par mon cœur. Et ça, je le demande pour les femmes. Et pour les hommes, c'est j'inspire par mon cœur, j'imagine que l'air rentre par mon cœur et j'expire par mon sexe. Déjà, c'est une partie de circulation de ma flûte intérieure. Et quand on fait ça, déjà, on apporte de la conscience à cette partie du corps. Combien de fois je vois des personnes que j'accompagne qui ne mettent pas du tout de conscience dans leur sexe parce qu'il a été blessé ou parce que la généalogie, il y a eu des blessures émotionnelles, des blessures sexuelles, etc. Donc déjà, c'est apprendre à guérir les blessures à ce niveau-là. On en revient toujours ça. Qu'est-ce qu'on peut apporter dans notre couple si on est blessé au niveau sexuel ou si d'autres l'ont été dans notre généalogie, si j'ai été blessé au niveau de mon cœur ou d'autres au niveau de la généalogie, bah, je ne vais pas pouvoir apporter quoi que ce soit. Ou en tout cas, je vais apporter des petits bouts. L'autre va faire pareil et ça va être bancal, forcément. Et vraiment, je reviens au couple que j'accompagne en ce moment, ou que j'ai accompagné aussi par les années passées, et je vois à chaque fois, waouh, ça apporte tellement, c'est tellement expansif, c'est tellement paisible et joyeux après que ça vaut vraiment, non pas la peine, mais le plaisir de faire ce travail. Merci Nelly. Justement, est-ce que tu penses que euh, c'est nécessaire que les deux soient impliqués dans ce travail? Autrement dit, est-ce que si l'un des deux refuse d'être dans cette démarche de travail intérieur et de spiritualité, et ben finalement c'est un peu foutu, entre guillemets, pour le couple conscient, ou tu penses quand même que l'un peut changer le deux? Oui, comme tu le dis, l'un peut changer le deux. Effectivement, c'est bien plus simple quand le travail se fait à deux. Évidemment, c'est plus rapide, c'est plus fluide, bien évidemment. Mais ne pas attendre que l'autre soit prêt. Mieux mieux vaut se donner la possibilité d'avancer soi et puis de ramener son évolution au niveau du couple. Je le vois souvent, ça aussi. Ça permet de mieux communiquer avec l'autre, ça permet d'être plus en paix en soi, donc l'autre se sent moins jugé. Souvent, il y a beaucoup de jugement vis-à-vis de l'autre. Donc, ça, c'est quand même extraordinaire. Ça permet d'être plus paisible dans son corps. Donc, au niveau de la sexualité, eh bien, déjà, ça va changer quelque chose. Au niveau de la communication aussi. Donc, oui, c'est important de ne pas attendre l'autre pour se mettre en chemin. Parce qu'après, on peut aussi un peu tirer l'autre, hein, s'il veut bien, si c'est possible. Oui. Je vois pas les textes, moi, ce qui est écrit, mais voilà, Léna, tu peux le voir et Alors, dira si c'est important là maintenant ou si on voit ça à la fin. C'est toi qui vois. eh ben oui, c'est intéressant. Donc, tout à l'heure, il y avait Conchien qui disait, je ne suis pas en couple, mais je suis en joie malgré tout. Donc ça aussi, c'est intéressant de dire que ben, on n'est pas obligé non plus d'être en couple pour avoir la joie. Et on peut Oui, apprendre à vivre seul. oui, c'est ça. De toute façon, c'est un challenge que nous avons là, euh, de vivre en joie malgré ce qui se passe là. Parce qu'il y a plein d'événements depuis des années pour justement nous faire plonger et ne pas être en joie, mais il nous revient d'être en joie malgré les événements. C'est notre job. C'est notre job. Donc, euh, tout ce que je peux faire, mais en tout cas dans mon travail personnel et dans le travail que je mets au service des personnes, c'est ça, c'est déblayer le plus possible de choses pour vivre la joie, quels que soient les événements qui se passent autour de nous, individuellement ou au niveau collectif. Là, on voit encore, il y a encore quelque chose de, 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 de pas drôle qui nous arrive là, au niveau société. Eh bien, oui, est-ce que je vais me laisser happer par le discours ambiant qui va me faire chuter ou est-ce que je vais décider de mettre de la fluidité là dans ces infos, de voir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste parce que
quand même, on commence à se rendre compte que tout est fait pour agrandir des catastrophes, en créer même parfois. Certains disent bon que voilà que certains créent les catastrophes pour après nous donner des solutions qui en sont plus ou moins des solutions. Donc voilà, ouvrons la conscience un peu, ayons un peu un esprit critique, y compris dans le couple. Mm. On a Stéphanie qui nous partage: je travaille depuis des années sur moi et après plus de 25 ans, je commence à voir les fruits chez l'autre. Eh oui, ça demande de la patience hein, quand même. Hein. C'est extraordinaire. Hein. Ça demande beaucoup de patience. Moi, j'ai cru aussi que ça pourrait être rapide, mais non. La vie se fait pas en un jour. Et si vous regardez la nature, bon, la nature est un bel exemple. Hein. Elle pousse, on la voit pas pousser, et elle pousse. Et donc, ça demande beaucoup de patience et de lenteur, et on arrive à des choses extraordinaires. Et oui, merci pour ce témoignage. Merci Stéphanie. On a Sylvie qui nous dit: c'est vrai, la joie disparaît. Comment garder la joie quand l'autre n'est pas disponible? Eh bien là, si l'autre n'est pas disponible, n'attends pas. N'attends pas. Ah oui, Sylvie, en plus, je vois qu'elle Sylvie. Je vois qu'elle rit. Ouais, ouais, ouais. Je peux dire que tu n'as pas attendu et que tu nous as rejoints quelque part? Eh oui. Voilà, ne pas attendre que l'autre soit disponible. Va aller dans ce qui va vous apporter de la joie, justement. Et c'est comme ça que Sylvie nous a rejoints dans le désert pour marcher là au mois de mars. Et c'était vraiment joyeux. C'était que des femmes cette fois-là. Et voilà, on est allé à la fois en profondeur, il y a eu des larmes aussi parce que les émotions pouvaient être là par rapport à certaines choses, mais c'était en même temps en joie. Voilà, ne pas attendre que l'autre soit disponible parce qu'on pourra attendre peut-être des éons, peut-être plusieurs vies. Donc, faire tout ce qui est en notre pouvoir toujours pour pouvoir créer cette harmonie dans le couple et cette joie. Et si c'est pas le cas, eh bien, ne pas attendre et se donner l'opportunité de vivre aussi de la joie et de l'harmonie en soi. Et peut-être que l'autre va se dire, oh tiens, au fait, qu'est-ce qui lui arrive? Peut-être ça peut donner envie à l'autre de rejoindre ou pas. On a Patrick qui nous demande: pourquoi spiritualité? Alors, je comprends pas bien ta question, Patrick. Si tu peux nous préciser ce que tu as voulu dire. Je sais pas si Nelly, tu... Je vais dire quelque chose et Patrick pourra peut-être développer sa question. En tout cas, ce que je pourrais dire, oui, effectivement, l'être humain, il est fait de plusieurs étages. Dans mon livre, là, Oser guérir, eh bien, il y a un endroit, voilà, mon livre Oser guérir, ça me permet de le positionner là, que vous trouvez dans toutes les bonnes librairies à commander, bien sûr, ou sur Amazon. Eh oui, désolé, mais c'est pratique aussi. Oser guérir Nelly Kiel. Eh bien, il y a un moment donné, oui, ce que j'appelle la maison de l'être. Et la maison de l'être, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les différents étages de notre être. Notre être, il y a d'abord en bas l'aspect, l'étage, comment dire, du physique. Après, il y a l'étage de l'émotionnel. Il y a l'étage du mental. Et puis l'étage du spirituel, parce que nous sommes aussi des êtres spirituels venus vivre une vie matérielle. Donc oui, on a à se rappeler que cette partie de nous, elle est importante et que si on ne la prend pas en compte, eh bien comme c'est la partie supérieure de notre être, eh bien si on ne la prend pas en compte, ça va venir s'écraser, ce manque-là, ça va venir s'écraser sur notre mental, sur notre émotionnel et sur notre corps physique. Quand j'ai eu ce cancer à 37 ans, eh bien, c'est vrai que l'aspect spirituel n'existait plus en moi parce que j'avais été déçue par la religion et que j'avais rejeté la religion avec le spirituel. Je ne savais pas d'où je venais, je ne savais pas d'où j'allais. Ma vie n'avait pas de sens, vraiment. Et donc, c'est ça le spirituel, c'est d'où je viens, où je vais, quel est le sens, quelle est ma mission sur Terre, même si on n'est pas obligé de faire des grands trucs. Hein. Ma mission, ça peut être, voilà, être en joie, tout simplement. Hein. Et donc, oui, l'aspect spirituel, c'est la partie supérieure de l'être. Je vois que je n'arrive pas à trouver ce schéma de l'humain en évolution. Si, le voilà. Et donc, oui.
dans le couple, ben, ça en fait partie également. Ben oui, l'aspect spirituel, l'aspect émotionnel, mental et physique en fait partie aussi. Donc, ça passe par des méditations, aller dans la nature. Voilà, c'est ce schéma-là. En bas, le corps physique, l'émotionnel, le mental ici, et la petite terre chercheuse, c'est le spirituel. Voilà. Est-ce que Patrick a complété sa question ou est-ce que, voilà, il peut y avoir une autre question par rapport à ça, Léna? Non, Patrick n'a pas complété sa question. Bah, Patrick, si du coup c'était, enfin, tu veux préciser ce que tu voulais dire, si ça n'a pas répondu complètement, je te laisse nous dire. Ah si, ça y est. Eh bien, on est passé tranquillement d'échanges sur la psychologie des êtres et du couple à des considérations spirituelles, et cela m'étonne. D'accord. Bon, ben, je viens de répondre. Peut-être que ça donne du sens. Nous sommes des êtres physiques, émotionnels, mentaux et spirituels. Et c'est important qu'on puisse relier ces différents plans-là. Voilà. Pour moi, en tout cas, c'est hyper important. Sinon, on perd une partie de soi. Et si notre partie émotionnelle ou notre partie mentale ou notre partie spirituelle est en décalage ou trop surdimensionnée ou sous-dimensionnée, eh bien, ça crée des failles au niveau de notre corps physique. Et lorsque dans mon histoire de maladie, j'ai pu équilibrer tous ces plans-là, ça a été une guérison spontanée ou miraculeuse, quel que soit le nom, en tout cas étonnante pour, pour les équipes médicales, parce que, ben oui, quand on commence à équilibrer notre être sur tous les plans, ça fait des petits miracles, c'est clair. On a Catherine qui nous dit, pour amener la joie, je me positionne dans ma petite fille intérieure qui joue avec le petit garçon intérieur de mon chéri. Ah, que c'est mignon ça. Eh ben oui, c'est ça. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure de l'importance de guérir nos petits enfants intérieurs. Et une fois que nos petits enfants intérieurs sont guéris, on peut se relier à ces petits enfants intérieurs joyeux, joueurs. Et c'est ça, on peut aller rencontrer l'enfant intérieur de l'autre. Et ça, c'est très drôle. On a cette capacité-là de pouvoir imaginer le meilleur. Et ça, c'est spirituel, de pouvoir imaginer le meilleur pour soi. C'est très spirituel, ça. Sinon, bon, on est juste dans l'émotionnel, le mental et le corps physique. Mais le corps spirituel, il sait imaginer, créer le meilleur. Et en créant à partir de cela, eh bien, nous allons le voir arriver dans notre vie. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup pour tous vos partages. Ben, n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres partages à les partager dans le chat. C'est ça aussi qui rend Oui, interactif et riche l'échange. Mm. tout à fait. Moi, j'aurais bien aimé qu'on revienne sur ce que tu as mentionné tout à l'heure, l'alliance du féminin et du masculin dans le couple. Aujourd'hui, on connaît quand même, comme tu le disais, une évolution dans le couple, y compris des rôles du masculin et du féminin. Et parfois, à notre époque, il y a une tendance de... Enfin voilà, les femmes se retrouvent entre elles, les hommes se retrouvent entre eux, et il peut y avoir une rupture masculin-féminin, y compris dans notre masculin et féminin intérieur, comme tu le mentionnais. Comment finalement on rallie le masculin et le féminin en soi et dans le couple, sans retomber peut-être dans des schémas qu'on a connus par le passé. Oui, cette question, elle me fait penser à ce qui m'a été dit récemment, une maman de jeunes adultes, 18 ans, 20 ans. Et j'étais effarée quand elle m'a dit que les jeunes là, de 20 ans, ils ne veulent plus être en couple. Son fils de 20 ans lui dit, moi j'ai de la chance parce que j'ai une petite chérie. Mais sa fille de 18 ans, ou l'inverse, hein, 18-20 ans, bon, bref, est en études de médecine. Elle veut surtout pas avoir de chérie parce que c'est trop chiant, parce que c'est trop, voilà, contraignant, on va dire. Et donc, bah, elle a les copines et il y a aussi les petits objets sexuels là qui permettent de se faire plaisir. Et c'est tout. Et c'est vrai que ce serait une tendance actuellement. Effectivement.
ben, de ne pas faire ce travail sur soi et de dire que ben, c'est trop dur, ben, j'ai pas envie d'être dans un couple. Et donc, ben, il n'y a pas d'exploration de son masculin et de son féminin en soi. Mais bon, peut-être que c'est une étape, moi je pense, pour justement après arriver à cet équilibre masculin et féminin en soi. Déjà, ce qui va me permettre je vais me permettre de dire que l'on soit homme ou que l'on soit femme, on peut tous développer nos polarités masculines et féminines. C'est-à-dire que, en général, chez l'homme, et je ne vais pas aller dans les histoires de transgenre, etc., hein, on va mettre tout ça de côté, même si je respecte pour ceux qui ont envie de changer de genre, si c'est naturel. Par contre, je suis vraiment, comment dire, je suis presque en colère de voir qu'on peut pousser des jeunes à changer de genre parce que c'est grave. Ça veut dire 10, 15 opérations, des traitements à vie. Donc, à qui profite le crime? Par contre, je connais des transgenres, personnes transgenres, qui se sont senties différentes depuis leur naissance et je trouve ça tellement juste de pouvoir changer de genre à ce moment-là. Mais qu'on pousse des enfants, voire des adolescents qui vont pas bien dans leur corps, dans leurs émotions, à les changer de genre, c'est criminel pour moi et ça profite à ceux qui créent, qui vont créer après des interventions chirurgicales entre 10 et 15 et des traitements à vie. Voilà, ça je dépose ça. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais c'est vrai que c'est ma perception et je trouve ça très grave. Donc pour revenir effectivement au masculin, au féminin, oui, l'homme souvent est plus en lien avec ses, comment dire, ses attributs, pas attributs, mais polarité, sa polarité masculine. Qu'est-ce que c'est que la polarité masculine? D'une manière générale, c'est le rationnel, c'est la logique, c'est l'action, c'est la décision. Voilà, ça, ce sont des polarités masculines, il y en a d'autres, mais déjà, c'est ça. Et donc l'homme en général est relié à ça. Et la femme est plus reliée à sa polarité féminine, c'est-à-dire l'amour, l'harmonie, la créativité, l'intuition, le lien, voilà, quelque chose qui... Les femmes, initialement, elles se retrouvaient autour du feu et elles étaient dans cette action de créer du lien avec les enfants, avec les autres femmes, pendant que les hommes allaient chasser. On n'en est pas loin de cette histoire-là. On est resté un petit peu là-dedans. Donc l'homme, voilà, c'est l'action, il part, etc. Mais on a aujourd'hui à faire quelque chose d'important, c'est-à-dire développer notre masculin et notre féminin intérieurement, que l'on soit homme ou que l'on soit femme. D'ailleurs, on le voit, les femmes vont travailler à l'extérieur, ce qui n'était pas le cas à une époque. Donc, elles développent leur masculin, par exemple. Elles sont plus décisionnaires. Les hommes, eux, se sont rendus compte qu'ils étaient un petit peu amputés là de leur féminin, donc ils sont davantage, un certain nombre d'hommes, pas tous, hein, euh, orientés vers leur féminin, savoir dire un peu plus leurs émotions, savoir être plus dans le cœur, dans l'écoute aussi, ça c'est la polarité féminine, l'écoute. Et donc, ça rejoint ça, ce couple conscient, ce couple éveillé, parce que quand l'un et l'autre ont réussi à faire ce chemin-là de développer chacun leur polarité masculine et féminine, waouh, c'est magnifique. C'est magnifique parce que la communication, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, mentale ou spirituelle, c'est tout autre chose hein, parce qu'on va jouer avec ces polarités masculines et féminines en soi. Je pense qu'on va vers ça. Le côté lumineux de cette androgynie, en quelque sorte, c'est ça. Par contre, ombre, c'est pousser au transgenrisme. Voilà. On va aller dans d'autres sexes, voilà, où on devient robot. Ça, chaque fois, il y a une évolution de notre société. À chaque fois, il y a le côté lumière et le côté ombre. Qu'est-ce qu'on choisit? On a juste à choisir. Et est-ce que j'ai répondu à la question là, entièrement? Je ne sais plus. Eh ben oui, je pense que tu as répondu sur le masculin et le féminin. Ok.
Je voulais te poser aussi une autre question. Ça revient un peu enfin, sur la mission du couple, mais est-ce que tu penses que certains couples ont une mission d'évolution ensemble? Parfois, on est amené à rencontrer certaines personnes. Oui, oui. Ton regard là-dessus. Oui, ben, bien sûr, bien évidemment qu'on a cette possibilité de rencontrer quelqu'un avec qui, comme je disais tout à fait au début, on va pouvoir euh, avoir des buts de vie qui portent, effectivement. Donc, on peut mettre le mot mission. Et c'est clair que quand il y a quelque chose qui porte comme ça, une mission commune, ça va être beaucoup plus jouissif, hein, je vais dire, sur le plan intellectuel, sur le plan mental, sur les différents plans. N'oublions jamais tous ces plans, ça se joue sur des plans différents. Donc oui, alors on parle beaucoup des flammes jumelles, des âmes sœurs, etc. Alors oui, ça peut être aussi à travers des rencontres d'âmes sœurs ou de flammes jumelles, mais là encore, j'entends beaucoup de personnes qui disent ah oui, c'est ma âme sœur, c'est mon âme jumelle. Lui ou elle ne veut pas, mais moi je suis sûre que c'est ça. Il y a beaucoup de souffrance derrière ça et on attend que l'autre soit d'accord ou alors on n'attend pas et fait le forcing. Et là, danger, danger, parce que l'autre a toujours son libre arbitre. On ne peut pas projeter sur l'autre que je suis sûre que vraiment, on est fait l'un pour l'autre. Et l'autre n'a pas cette perception-là. Et là, ça peut créer beaucoup de souffrance, hein, vraiment. Waouh, merci beaucoup. C'est super riche comme partage. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou des réflexions à partager. Moi, je voulais aussi évoquer un peu le lien à la nature, parce que justement, donc, tu vas proposer un séminaire dans le Vercors du 8 au 10 juillet sur justement oser vivre la joie et l'harmonie dans le couple. Mm, mm, Tu peux peut-être nous en parler et puis revenir aussi sur finalement en quoi peut-être cette connexion à la nature, puisque le Vercors c'est un domaine sauvage, en pleine nature sauvage, en quoi cette connexion à la nature, elle peut venir transformer notre manière d'aimer et d'être en relation. mm, mm, mm. Oui, ça rejoint effectivement. Donc, merci pour cette question. Pour moi, la nature, elle est là en filigrane partout. Quand j'ai été malade, la nature m'a beaucoup aidée. J'ai eu l'opportunité d'avoir du temps, donc j'ai plus fait de balades en nature. Et, euh, et la nature, lorsque je posais des questions sur ma vie, sur des décisions à prendre, sur quand j'avais des émotions particulières, de tristesse notamment, de sentiments d'impuissance, ça s'apaisait dans la nature et les messages me venaient plus rapidement. Mes solutions à mes problématiques du moment me venaient plus facilement. Pourquoi? Parce que la nature, elle est vivante. Elle est vivante, elle a une énergie extraordinaire. Elle pousse là actuellement au printemps d'une manière magnifique et j'ai pas pu m'empêcher, malgré le peu de temps que j'avais avant euh, avant cette conférence, d'aller faire un petit tour dans mon jardin pour voir ce qui s'est passé depuis. Les fraises se sont mises à rougir, des petites plantes se sont mises à pousser. C'est un enseignement, la nature, qui nous montre que nous pouvons vraiment sortir de nos limitations. Et quand je vois une petite fleur qui sort entre des pierres sèches et elle sort, je suis toujours émerveillée et je me dis, waouh, mais quelle leçon de courage, quelle leçon de puissance, de force et de beauté, parce que c'est sec autour, et cette petite fleur blanche ou rose, là, tac, elle sort, elle est splendide. Elle nous donne des leçons, nous pouvons faire ça. Et pour le couple, c'est pareil. Donc, on peut faire ça pour se ressourcer pour la santé, mais on peut le faire aussi pour le couple, pour tout ce qu'on a à vivre dans nos vies. Et donc, oui, la nature est là. Et c'est pour ça que j'habite depuis 1 an et demi dans un lieu de nature au milieu de l'Ardèche, parce que c'est au milieu des monts, au milieu d'une nature très variée qui permet justement de monter cette énergie-là à l'intérieur de soi, donc du coup d'être plus joyeuse, de pouvoir le mettre à mon service et au service des autres. Oui, la nature est magnifique pour nous et pour le couple.
Est-ce que vous avez déjà fait l'amour dans la nature? Tiens, ça aussi, puisqu'on parle de la nature et du couple, c'est, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Au milieu des grillons, des papillons, et ça amène une connexion entre soi. Dans une tente aussi, oui, c'est vrai, parce qu'on entend tous les bruits de la nature autour. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient venir faire une, euh, une immersion de 3 jours ici, à la Maison des Fées des Lutins au-dessus des nuages, j'ai depuis peu un dôme de toile et de cristal, de toile cristalline. Et donc oui, il est prévu pour ceux qui le souhaitent de dormir dedans et voilà des méditations. J'ai déjà fait des méditations. Elena est déjà venue aussi. Il s'est passé des choses merveilleuses en communication avec les fées. Donc oui, la nature fait partie de mes immersions de 3 jours ici, que j'appelle détox, amour et régénération. Je pourrais en dire plus si certains le souhaitent, mais oui, ça parle vraiment que la nature fait partie des accompagnements psychothérapeutiques, spirituels et nature. Oui, tout à fait. Par rapport à la nature, on avait Stéphanie qui disait, nous, on a à peine des petites feuilles dans les arbres. Ah oui, oui, c'est un décalage peut-être à peu près d'1 mois par rapport en tout cas à ce qui est ici en Ardèche, là. Oui, 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 les lilas sont déjà fleuris. Et là, j'ai traversé les monts, le mont Mézingue, et c'est à plus de 1 000 mètres d'altitude. Il commence à avoir le lilas. Oui, il y a des décalages dans les régions aussi en France, hein. Ouais. Et dans le sud, je pense que c'est encore un décalage de 15 jours à peu près par rapport à nous, quoi, en avance. Ouais. Donc, remercier la nature, voilà, avoir de la gratitude, ça aussi c'est important. La gratitude pour sa vie, la gratitude pour son couple, avoir de la gratitude pour la journée qui va commencer, avoir de la gratitude pour la journée qui s'est terminée et ce qu'elle a apporté. Oui, la gratitude va permettre de dénouer beaucoup de choses aussi. Et par rapport au stage, puisque tu posais aussi la question, le séminaire, donc, Oser vivre la joie et l'harmonie dans le couple, eh bien, on va aller bien au-delà d'une conférence, parce qu'une conférence, ça reste quand même mental de toute façon, hein. Et là, alors je ne vous dis pas qu'on va avoir des relations de couple, pas du tout, hein, pas de sexualité, pas de relations de couple, c'est pas du tout ça. Mais on va aller travailler sur les blessures, on va mettre le corps en mouvement par des petits exercices de joyeux, de danse, etc. On va aller dans la nature aussi, se connecter peut-être aux arbres, aller faire une marche pour aller voir au-dessus de la vallée de Die comme c'est merveilleux, et puis profiter de cette nature pour faire des processus dehors, puisqu'il va faire beau, ça sera au mois de juillet, c'est sûr qu'il va faire beau, on l'a commandé. Et, euh, et voilà, j'ai plein d'outils, constellation, jeu de rôle, le dessin, la voix aussi, et puis tous mes outils de psychothérapie, coaching, qui vont permettre de dénouer, déjà de mettre à conscience ce qui nous empêche d'être au maximum de nous-mêmes et de notre couple, et puis ce qui nous permet justement aussi d'aller vers le meilleur de nous-mêmes. On est sur Terre pour ça, aller vers le meilleur de nous-mêmes. Et là, j'en profite pour dire aussi, pour ceux qui sont là, qu'il est encore possible de nous rejoindre pour le stage qui aura lieu la semaine prochaine, du 20 au 22 mai, qui s'appelle, lui, Aux êtres soi, un chemin d'éveil pour guérir. Voilà, on retrouve encore la joie. Souvent dans mes thèmes, il y a la joie. Parce que quand on a juste traversé toutes nos difficultés, ben c'est la joie qui est là, forcément. Hop, voilà, je viens de mettre, pour ceux que ça intéresse dans le chat, le lien vers le séminaire du mois de juillet où vous retrouverez toutes les infos. Et puis n'hésitez pas à contacter Nelly pour des questions particulières ou moi-même pour la partie hébergement, inscription, etc. Avec plaisir. Merci Léna. Voilà. Tu nous parles souvent d'oser être soi. Oui. Comment on réussit à être pleinement soi-même dans une relation de couple sans se fermer et sans se perdre? Ah.
Ça, c'est parfois la quadrature du cercle, hein. Oser être soi, oui, c'est oser être qui je suis, pouvoir positionner mes pensées, mes émotions, savoir dire mes besoins, positionner mes demandes, mais aussi accepter les refus, mais aussi être dans le cœur. C'est tout ça et oser être soi. Waouh, waouh. C'est du chemin, hein. Et c'est sûr que dans le couple, parfois, on peut se perdre. Je reconnais qu'on peut oublier d'être qui nous sommes. Parce que l'autre peut nous demander, consciemment ou même inconsciemment, hein, on peut aussi avoir l'impression que l'autre demande sans qu'il demande, hein, et se conformer à une demande implicite ou à une demande concrète. Donc, ce qui crée une sorte de soumission et d'oubli de soi. Mais il est jamais trop tard, hein. Il est jamais trop tard pour tout doucement reprendre du chemin vers soi, savoir ses émotions, ses besoins et pouvoir les exprimer déjà à soi, c'est déjà énorme. Et après, dans un deuxième temps, pouvoir les exprimer à l'autre, évidemment. Et ça va créer de la communication, c'est clair. Mais c'est vrai que le couple, pour moi, c'est l'opportunité de cheminer ensemble et de guérir nos blessures, puisqu'on les a activées, donc les guérir. Mais on peut aussi se perdre. Et on peut aussi vivre de ce fait-là comme un mort-vivant ou comme une morte vivante dans un couple qui fait que je m'éteins. Et ça, c'est Thich Nhat Hanh qui disait il vivait comme un mort. Et il nous revient justement de ne pas vivre comme un mort dans un couple, bien évidemment. Sinon, c'est la maladie assurée à terme, quoi, hein. La maladie, elle ne nous arrive pas par hasard, hein. Elle arrive parce qu'il y a des endroits de notre vie, de nos relations qui sont pas vivantes. Donc, si c'est pas vivant en soi, notre vie, c'est vrai que ça va créer de la maladie, forcément. Mais c'est la vie, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Mais n'attendons pas d'être malade pour aller mieux. Ça, j'aime bien cette petite phrase. N'attendons pas d'être malade pour aller mieux. On peut aller mieux dès maintenant, si je le décide et si je fais en sorte de me prendre en charge dans ma vie et de me faire accompagner pour ça, parce qu'on fait appel au boulanger, au boucher, ou je ne sais pas à qui, pour la nourriture. Pourquoi on ne ferait pas appel à d'autres personnes pour l'émotionnel et le mental et le spirituel? On se nourrit tous les jours, on se brosse les dents tous les jours, on fait notre toilette également. Ben aussi, il y a cette toilette sur d'autres plans à faire aussi tous les jours. Merci, merci pour tous ces partages extrêmement riches et intéressants. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble. Oui, On je a regarde passé là. je ne sais pas si vous aviez d'autres, si vous avez des questions peut-être que vous n'avez pas encore posées, ou des réflexions, ou des partages de ce que vous vivez actuellement dans votre couple, ou de ce que vous avez vécu par le passé. Oui, Voilà. N'hésitez pas, c'est le moment de c'est vraiment le poser des questions. côté. En tout cas, le couple, ça peut être vraiment une belle opportunité pour évoluer. D'ailleurs, à Conversation Papillon, j'avais fait une conférence sur le couple qui avait été fort appréciée, j'ose le dire, hein, en toute humilité. Et c'était le couple, un chemin d'évolution, justement. Donc, on le voit bien à travers aussi cette intervention que, oui, le couple, ça reste vraiment un chemin d'évolution pour soi, pour l'autre et à deux. Ok, mais n'hésitez pas à partager. Et puis, en attendant vos partages, du coup, pour aller vers la clôture de cet échange avant vos questions, peut-être, est-ce que tu peux nous partager trois mots-clés
finalement, qui définissent le couple conscient, heureux et épanoui? Quels seraient ces trois mots? Bien, moi, je reprendrais, tu vois, bah, ce que tu m'as demandé au niveau des piliers, tu vois. Je trouve que oui, ces piliers-là sont importants, c'est-à-dire oser la vulnérabilité, oser la liberté d'être et de faire. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi non plus, hein. Euh, la sexualité, oser une sexualité consciente, et puis se relier avec des buts qui portent. Et avec ça, waouh. Et la communication, je l'ai dit? Non, je ne l'ai pas dit, la communication. Voilà, donc ça fait 5 points qui sont vraiment importants. Si chacun regarde où j'en suis là-dedans et se donne les moyens d'améliorer euh, à ce niveau-là, mais c'est extraordinaire. Et je crois que tant qu'on est sur Terre, de toute façon, on est sur un chemin d'évolution, d'amélioration. Jusqu'au dernier souffle, il peut se passer des petits miracles. Jusqu'au dernier souffle. Il suffit simplement de le décider, sans se mettre la pression. Parce que certains disent, oh ouais, mais ça va être compliqué, ça va mettre la pression. Mais non, moi, chaque fois, c'est vraiment un bonheur de cheminer dans cette évolution. On a Catherine qui nous dit grand merci pour ce balayage du couple et ses difficultés. Merci pour les portes ouvertes vers du meilleur. Merci Catherine. Merci bien Catherine, oui. Oui, je pense que c'est un balayage qui permet vraiment de faire du propre dans la maison du couple. C'est une belle maison et ben voilà, comme dans tous les lieux ou sur tous les corps, il y a besoin de faire du propre. Et ben voilà, on balaye, on enlève les petites poussières, voilà, et puis on met de jolies peintures et puis on met de la joie et on danse ensemble avec l'autre dans le couple et avec les amis. Bien, quel échange encore? C'était Oui, c'est vrai. Oui, moi, ce que Oui. je voulais dire, si je peux me permettre, je crois que avant tout, c'est l'amour de soi. Déjà, apprendre à se connaître, comme vous dites, être soi-même, l'amour de soi. Et ensuite, effectivement, faire ce travail avec l'autre, s'il est disponible, s'il le souhaite aussi, et s'il a guéri ses blessures, comme vous dites, ouais. C'est pas chose facile, mais je pense qu'avec l'évolution dans notre vie, on arrive à un moment à prendre conscience de nous-mêmes, des autres, de la vie, etc. Et je crois que c'est ça qui peut faire qu'on peut vivre des bonnes expériences ensuite et faire des bons choix, ou, voilà, si on est seul. Mais oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Ouais. Ouais. Faire des bons choix et petit à petit cheminer soi et avec l'autre, c'est encore mieux. Mais oui, oui, on a toute une vie pour ça, hein. Oui, voilà, moi je ne prends pas les choses comme des échecs, hein, c'est des expériences et voilà, Oui, qui nous apprennent, des expériences qui nous apprennent et qui nous permettent de chaque fois d'évoluer un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. voilà. En tout cas, merci hein, pour votre Ouh, merci beaucoup à toi. merci beaucoup. C'était intéressant. Et puis, Peut-être faire, excusez-moi, peut-être faire une prochaine fois, qu'est-ce que l'amour finalement? Je ne sais pas. Une- il y a sur la chaîne YouTube, ça va me permettre de dire ça, mais on peut en faire une autre sur l'amour, hein, pourquoi pas, uniquement avec Léna. Ça peut être intéressant. Sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist, ce qui s'appelle S'aimer pour mieux aimer et être aimé. Parce que être aimé, si je ne m'aime pas, effectivement, ça va poser des soucis.
Donc c'est pour ça, s'aimer pour mieux aimer et être aimé. Je crois il y a 3 ou 4, justement, c'était des lives sur ce sujet-là. Et je donne des petits exercices aussi de conscience pendant ce live-là. N'hésitez pas à liker, même cette vidéo-là d'ailleurs, hein, à liker, à commenter, à s'abonner à la chaîne. J'oubliais de le dire jusque-là, mais là je le dis maintenant. Voilà, c'est important pour que ça puisse continuer, s'activer. Bien, bah écoutez, merci beaucoup pour votre présence active et, et bon chemin sur votre expérience de couple. Même si vous êtes en couple, c'est important déjà de s'activer, d'activer son couple intérieur. Voilà. Chaque soir, remercier son masculin, son féminin intérieur et d'imaginer, voilà, ce masculin et ce féminin qui s'unit à l'intérieur de soi. Merci beaucoup. Merci à vous. Belle soirée. Merci beaucoup pour vos présences, toujours lumineuses et tous vos partages. Et merci Nelly pour... Merci aussi, Léna. C'est toujours un vrai bonheur. Et peut-être aussi du 7 au 9 juillet dans le Vercors. Du 8 au 10, il me Ah, semble. c'est du 8 au 10. Ah, c'est marrant, je me trompe alors. Je crois que j'ai Alors, noté du 8 au 10, moi. parce que moi, je dis toujours ça. Oh là là, oui, ben, j'ai dû me tromper à d'autres endroits. Oui, c'est du 8 au 10, je suis d'accord. C'est ce que je vois. C'est du 8 au 10. Merci à tous, merci à Léna. C'est un vrai bonheur d'échanger sur ces thèmes-là qui permettent notre évolution, notre évolution. Merci à tous et belle soirée, à bientôt. Et belle journée selon le moment du visionnage. Et ça va être mis sur le groupe Oser être soi, sur euh, WhatsApp et sur YouTube également. Et puis je le Donc, partagerai également sur tous les groupes de la communauté OSMI pour ceux aussi, qui... merci. Belle soirée à vous, belle nuit, au revoir.